Bon, si je mets le générique, ce serait bien. On va le mettre. Voilà, chers amis, salut, salut à tous, salut à ceux qui arrivent maintenant, à ceux qui me reprendront plus tard. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez à fond, n'ayez pas peur, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, sauf quelques secondes de votre temps pour manipuler votre clavier. Sinon, tout est gratuit. Voilà, je ne peux pas me dire, hein. Je ne demande rien, sauf votre attention, si vous avez un peu de temps à m'accorder pour visualiser cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, pour l'instant, et d'ailleurs, ça va, tout va bien. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Alors, je voulais revenir un petit peu sur... si je mettais... déjà... Alors... voilà, j'ai oublié de mettre la bande en bas de mon écran. Alors, ma foi, le premier sujet, c'est que je reviens sur un homme que je croyais, ma foi, intéressant, mais je me suis trompé. Alors, je vais vous donner le nom de la chaîne où j'ai trouvé une information intéressante. Alors, c'est sur Charles Gave Out, le titre, hein. En fait, la chaîne, c'est WOJNICZ. Voilà, donc je vais vous faire écouter ce jeune homme et qui même a enregistré une interview de Charles Gave lui-même. Écoutez bien. Vous allez voir que ça vaut son peu. On est entouré de couillons qui n'y comprennent rien et pourtant ils persistent à donner leur avis, à moins que ce soit des traîtres. Voici encore une interview à charge bien orientée pour vous garder captifs dans l'enclos. Quand le média, l'Institut des libertés, nous parle de liberté, ça fait flipper. Le mouvement que je connaissais pas d'ailleurs, le mouvement des Sovereign Citizens. C'est une belle bande d'allumés. Ils sont complètement cinglés. Voilà, alors ils sont complètement cinglés. Voilà. C'est l'État français qui a un numéro de siret. Ça me paraît. Mais je sais même pas d'où ils ont tiré cette information, comment ils ont pu la croire. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire. Hein. Je pense quand même on peut dire le mot gouroutisé, parce qu'il y a un peu un phénomène de secte. C'est dans le fond une ânerie, quoi. C'est une grosse ânerie. C'est d'une imbécilité crasse. Mais je crois que dans le fond, la base de notre société aujourd'hui, c'est qu'on devient de plus en plus con. À force de vouloir être indépendant, on devient tous de plus en plus cons. Tu le dis pourtant dans ton interview. Quand on n'y connaît rien, on la met en veilleuse tout au long. Mince alors, c'est dommage, hein. C'est dommage que les indépendants, si vous en faites partie, ben vous êtes mal barrés, chers amis. Parce qu'en fait, vous êtes des couillons, vous êtes crasses. Vous voyez? C'est dire à quel point ces gens donnent des leçons. Alors, merci Charles Gave, merci de nous avoir prévenus finalement, de ce que vous êtes réellement, à savoir que je ne vous écouterai plus, je ne mettrai plus vos vidéos de référence sur ma chaîne, puisque nous sommes des indépendants crasses, nous sommes un peu, comment dire, cons, disons-le, hein, C-O-N, nous sommes cons. Donc merci, hein, ça fait plaisir. Eh bien, en tout cas, moi, je pense ça comme un compliment de votre part, de votre bouche, parce que si nous sommes cons, ça veut dire que les 2 tiers des Français, enfin les 2 tiers de ceux qui réfléchissent, parmi nous, il y en a qui réfléchissent, nous sommes cons. Ben, ça me fait plaisir de le savoir et d'apprendre qu'il y a des gens intelligents qui nous dirigent et donc vous en faites la promotion, ou en tout cas, vous défendez leur position quelque part, hein, puisque les indépendants sont cons, il faut être dépendant du pouvoir, dépendant de la pensée unique, de la pensée générale, de la pensée démocratique, hein. Attention, nous ne sommes pas des démocrates, hein. Non. Nous sommes des indépendants crasses, donc on n'est pas dans la démocratie. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Ma foi, qu'en pensez-vous, chers amis? En tout cas, merci à vous. On apprend toujours des choses, hein, de gens qu'on croyait sobres, indépendants, avec les connaissances que sont les vôtres. Je pensais qu'on aurait pu avoir une meilleure expression
d'une opinion variée, puisque la variation des points de vue fait la richesse d'un tout. Mais si tout le monde parle sur une seule direction, si tout le monde va dans la même direction, il y a un problème. Si tout le monde parle de la même chose au même moment, il y a un problème. Mais s'il y a des voix divergentes, même si elles se trompent, eh bien, au lieu de dire, je ne sais pas, crasse et tout le reste, ben, tâchez d'apporter une réponse plus intelligible, plus scientifique, puisque vous êtes un scientifique, cher monsieur. Vous êtes un scientifique, donc vous avez d'autres arguments normalement. Enfin bon, passons. Alors voilà, c'était la première interview que je voulais vous donner, donc de cette chaîne dont je remercie la sobriété, la justesse de ses propos. Alors, je vous rappelle, c'est la chaîne WOJNICZ, peut-être c'est le nom du directeur de cette chaîne. Ben, merci à vous, merci à lui. Et par la suite, je vais vous passer une autre vidéo, mais là, c'est un autre sujet. Alors, je termine avec ça. Les indépendants, c'est ceux qui comprennent que la France n'est plus un pays, n'est plus un État, ou plus exactement la République, puisque la France, c'est nous, c'est l'État. L'État de la France, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, hein, c'est tous les gens, c'est tous les Français, y compris même voilà, c'est tous les Français qui sont là, qui sont dans une grande majorité, malheureusement de plus en plus sans emploi, avec des petits revenus, hein, de plus en plus, donc les sans-dents, comme disait François Hollande. Et donc nous sommes la France. Et la République, c'est qui alors? Eh bien la République, figurez-vous, depuis, et je remercie Illégal en France, avec son contributeur principal, Juste moi, qui donne cette source, qui est la source en fait, qui connaît la source plus exactement, qui nous apprend ou réapprend, pour ceux qui ne savaient pas comme moi, hein, que depuis le 16 ou 17 janvier 1947, a été élu par le Congrès rassemblé à Versailles. Il n'y avait plus d'Assemblée nationale, plus de Sénat, puisque au lendemain de la guerre et pendant l'occupation, c'était le maréchal Pétain qui gérait la partie sud et la partie nord était sous occupation allemande avec une autre gestion politique, hein, qui se faisait à Munich, hein, et donc qui était gérée en France par l'Allemagne, hein, voilà. Et donc il n'y avait plus d'assemblée de Sénat. L'armée étant elle-même pratiquement inexistante, puisque c'était l'armée allemande qui occupait tout. Enfin, toute la moitié, hein. C'était la ligne de démarcation, et le maréchal Pétain, lui, gérait le sud. Donc, au lendemain de la guerre, 2 ans plus tard, pratiquement en 1947, Vincent Auriol est nommé président de la République par une assemblée qui se tenait à Versailles. Et figurez-vous, ce n'est pas le peuple qui a décidé si c'est lui qui serait président, hein. D'autant plus que Albert Lebrun était toujours vivant. Oui, il était le président légitime de la Troisième République finissante en 1939, et juste au lendemain de l'invasion française, hein, donc, et le président le président du Conseil, donc on va dire un peu le Premier ministre de l'époque, Paul Reynaud a dû s'échapper, enfin fuir à Bordeaux. Le président Paul Doumergue, c'est ça que j'ai dit, hein, était donc le président qui était écarté du pouvoir, mais qui n'a pas démissionné, je rappelle. Et en 1947, pardon, c'est le président Vincent Auriol qui est nommé à sa place sans que Paul Doumergue ait donné sa démission et signé son retrait. Le retrait, il a été exécuté par les Allemands. Je vous rappelle, c'est les Allemands qui ont écarté le pouvoir français pour prendre sa place. Et en mettant, comme je vous l'ai dit, au nord, c'était la Gestapo, enfin l'Allemagne de Munich, et dans le sud, c'était le maréchal Pétain qui gérait la France libre. Bon, après, ça a été tout occupé, toute la France était occupée, mais bon, après, c'est les Allemands qui géraient toute la France depuis Munich, n'est-ce pas? Et son représentant à Paris. Or, il n'y avait plus ni Assemblée ni Sénat quand Vincent Auriol a été nommé président de la République par un conseil
réunis le 17 janvier 1947 à Versailles, au château de Versailles. Pour ceux qui connaissent bien Versailles et qui connaissent le château, c'est là qu'ont eu lieu quelques réunions, notamment pour inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement à Versailles, avec les ministres, sénateurs et ceux qui sont censés le représenter. Je reviens en 1947. Et là, c'est un point très important où la France n'est plus une nation. Oui, vous avez compris, la France n'est plus une nation, ou plus exactement, la France, comme je vous l'ai dit, c'est l'État. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, hein, tous ceux qui contribuent au bien de ce pays. Mais la République, c'est qui? C'est l'élite, c'est la franc-maçonnerie. Ah oui, c'est eux qui nous dirigent, depuis l'extérieur de la France, mais aussi du point de vue de l'Élysée, de Matignon et de tous les autres ministères. Autrement dit, eux, c'est la République, eux, ils ont droit à tous les privilèges, vous voyez, en temps de crise, ils s'augmentent des dotations pour leur ministère, pour l'Élysée et tout le reste. Vous, on vous diminue votre pouvoir d'achat, ainsi de suite. Bon, je reviendrai dans un petit moment. Donc, Paul Reynaud, non, Vincent Auriol, pardon. Vincent Auriol, excusez-moi, Vincent Auriol devient le premier président de la 4e République. Après, je ne sais plus quel autre président, jusqu'à René Coty, qui remettra en 1958 les pleins pouvoirs à Charles de Gaulle, qui n'était pas président de la République, par contre. René Coty, étant le dernier président de la République, de la 4e République, mais élu par ses pairs, finalement. Je pense que c'est au Congrès de Versailles, je suppose, hein, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas s'il y avait une Assemblée nationale de retour et le Sénat, alors que sous Paul Doumergue, il y avait encore l'Assemblée nationale et le Sénat, je rappelle. Il y avait encore l'Assemblée nationale, c'était la Chambre des députés à l'époque, hein, on n'appelait pas ça l'Assemblée nationale, mais c'est pareil. Hein. C'était la Chambre des députés et il y avait le Sénat qui représentait les deux pouvoirs qui nommait après une élection. Alors, je ne sais pas comment elle se faisait l'élection, c'était peut-être pas au suffrage universel, mais en tout cas, c'était probablement fait par les grands électeurs, donc de l'Assemblée, de la Chambre des députés, pardon, et du Sénat qui nommait le président. Jusqu'à donc 3e République qui est née après Napoléon III lors de sa démission. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, voilà. C'est comme ça que c'est le Front populaire qui a pris le pouvoir voilà, par la suite, hein, comme vous le savez, etc. Bon, donc, en 1947, Vincent Auriol proclame que la République est une entreprise enregistrée sous un numéro de sirène. Alors, sirène, pour ceux qui sont artisans, commerçants ou une entreprise, entrepreneurs, savent très bien ce que c'est qu'un sirène. Alors, il n'y a pas de numéro de sirette. En tout cas, au RCS, il n'y a pas un numéro de RCS. Registre à la Chambre de commerce. Hein. Donc, il n'y a pas de numéro de sirette, mais il y a un numéro de sirène que vous avez en France et aux États-Unis. Alors, en France, vous cherchez sur société.com. Vous allez avoir le numéro de sirène de la République française. La République, hein, j'ai bien dit. Et la France, c'est un ancien État, un ancien pays, enfin qui reste encore un pays pour quelque temps, et qui finiront par faire disparaître dans le conglomérat de Bruxelles. Hein. D'ailleurs, Emmanuel Macron remet les clés pratiquement entre les mains de Van der Leyen, la présidente de Bruxelles, en fait. Hein, voilà. Voilà un petit peu où nous en sommes. C'est pourquoi l'économie se porte mal, d'ailleurs. C'est pourquoi l'économie se porte mal. C'est parce qu'elle est gérée par une société qui s'appelle l'entreprise, mais qui sont les entreprises et les investisseurs qu'il y a derrière ce mot République. En fait, c'est des investisseurs qu'on ne connaît pas. Bon, j'en devine 2 ou 3 en France, mais n'ayant pas de preuves, je m'abstiendrai de donner des noms, n'est-ce pas? Mais cherchez un petit peu dans les grandes entreprises françaises, vous trouverez aisément les noms. Mais on n'a pas de preuves, donc gardons-nous bien d'avancer des noms. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la République
n'est pas un pays, n'est pas un État. La République, c'est une société privée qui gère vos biens, vos débits. Hein. Eux, ils se ramassent les créances en investissant en bourse, votre argent, vos dettes, vos achats, tous vos achats, vos tractations par les moyens de paiement, carte bancaire, chéquier et autres. Donc, c'est eux qui traitent vos dettes. Ils ramassent la mise en investissant en bourse et en ramassant, bien sûr, les intérêts et les dividendes. Mais vous ne ramassez toujours que les factures, par contre. On vous a volé, rappelez-vous, lors de votre naissance, votre personnalité, ou plus exactement, on vous a ajouté une personnalité juridique, laquelle vous fait exercer tout ce qui concerne les achats, les factures à payer, etc., etc. Mais pour ce qui est des bénéfices, niet, non. Par contre, les dettes, vous voyez, les achats sont déjà prépayés. Quelques heures après, vous voyez apparaître sur un ticket. Si vous faites un achat, admettons, le matin à 8 heures, dans un magasin, bon, généralement, ils ouvrent à 9h, 10h. Bon, à 9h, ouvre un magasin, une boutique. Vous faites un achat par carte bancaire. Pas par chéquier. Par chéquier, ça prend un peu plus de temps. Et c'est pour ça qu'ils interdisent les chéquiers, d'ailleurs, les commerçants. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que la carte bancaire, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que 2 heures ou 3 heures plus tard, si vous retirez un ticket à votre distributeur au DAB de votre banque, de la vôtre, hein, pas d'une autre banque, de la vôtre, vous voyez apparaître des billets en cours. Et vous voyez la somme que vous avez payée 2 heures ou 3 heures plus tôt. Est-ce que vous me suivez? Eh bien, en fait, c'est ça. C'est une créance qui tombe dans les mains d'une poignée d'investisseurs, de dirigeants, c'est des entrepreneurs, de grands entrepreneurs, bien sûr. C'est des grosses sociétés. Hein. C'est des grosses sociétés qui mettent en bourse votre dette. Et votre dette qui leur rapporte à eux des intérêts. Vous, nix. Rien du tout. Absolument rien. Et c'est pour ça que la France est endettée. Et surtout, vous voyez la raison. Par la suite, en 1973, lorsque Valéry Giscard d'Estaing, sous la présidence de Georges Pompidou, en fait, enlève à la Banque de France la frappe de la monnaie nationale pour la remettre entre les mains d'entreprises bancaires, hein, privées, je rappelle, privées. Et c'est pour ça que la dette a commencé à s'échelonner. Et c'est plus vrai à partir de 1973, effectivement. Mais déjà, la République avait déjà soin de préparer le terrain de l'investissement sur votre dos, sur le dos de vos ancêtres, de ceux qui, en 1947, étaient déjà là, vos ancêtres, enfin vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Déjà, les gens, les habitants de France commençaient à être dépossédés de leur pouvoir, finalement, de leur pouvoir financier. On a commencé à être dépossédé à partir de là. Donc la France est devenue, enfin pas la France n'est pas une entreprise, c'est la République, mais on dit République française. D'ailleurs, vous voyez bien, depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, lorsqu'ils présentent les vœux au pays, ils disent pas « Vive la République et la France ». Vive la République et la France. Non, non, non. Vive la République. Ah si, pardon. Vive la République et vive la France. Vous voyez? Vive la République et vive la France. Mais il n'y a pas vive la République et la France. Non, non, non. On ne mélange pas les gueux avec les gens bien, les élites. Ah non, 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 surtout pas. Donc, vous comprenez maintenant la raison pour laquelle nous sommes tombés tous dans le piège, moi y compris. Moi y compris. Je ne suis pas à l'écart. Mais c'est pour ça qu'on parle d'être souverain, parce que jusqu'au 16 janvier 1947, bon, à part l'occupation, mais sinon, la France, enfin les Français, et les Françaises bien sûr, mais les Français au sens large, étaient souverains de leur destinée. Bon, comme je vous dis, sauf pendant les guerres, parce que pendant les guerres, bon, vous étiez souverain de rien du tout, puisque les Allemands, ils nous occupaient. Mais enfin, je veux dire par là que, et d'ailleurs, les guerres, c'est pour ça qu'elles ont été faites. C'est pour désorienter les peuples français et autres, hein,
pour pouvoir leur voler leur citoyenneté, leur indépendance. Enfin, citoyenneté, bon, ça fait un peu franc-maçonnerie. Hein. D'ailleurs, c'est une invention de la franc-maçonnerie, la citoyenneté. Vive la France et vive la République. La République, c'est eux. Vous êtes les petits, vous êtes les gueux. Moi, je suis un gueux. Nous sommes des gueux tous, là. Enfin, bon, à quelques exceptions de ceux qui arrivent à être indépendants et qui comprennent de quoi il en retourne. Mais sachez simplement que, voilà où nous en sommes. C'est pour ça qu'il y a tellement de déficit en France. C'est parce que depuis toutes ces années, depuis 1947, oui, bon, il y a eu les 30 Glorieuses, c'est vrai que la France se reconstruisait, mais attention, avec des crédits que De Gaulle a dû rembourser aux Américains. C'était le plan Marshall. Mais autrement, on a été endetté depuis. Mais il n'y avait pas les trous au niveau de l'État. En tout cas, il n'y avait pas grand-chose comme déficit pratiquement. C'est qu'à partir de 1973 où les dettes de l'État, de la France, donc, vous qui vous endettez, chers amis, c'est à partir de 1973 et depuis, ça n'a jamais cessé. Et surtout à partir de 81-82, où là, François Mitterrand a pioché dans les caisses de l'État, donc dans votre poche. Hein. Ils ont pioché des milliards pour faire des travaux gigantesques comme vous l'avez vu. Hein, la pyramide du Louvre et j'en passe. L'Arche de la Défense et tout ça. Et là aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 milliards ou 20 milliards, je ne sais plus. En tout cas, la nouvelle dette est ajoutée à environ autour de 80, de 100 milliards, je crois, de plus de 10 milliards de dettes encore. Et on n'arrive plus à payer même pas comment dire, les intérêts. Jusqu'au jour où les agences de dotation qui chapeautent toute l'économie de nos pays, depuis Bruxelles et depuis l'Allemagne, depuis Washington. Donc, un jour, les agences de dotation vont nous confisquer le droit d'échanger notre monnaie à notre guise. Donc, on sera sous curatelle ou sous tutelle. Et donc, chers amis, faites attention à vos comptes bancaires parce qu'il faudra bien que l'État français, le gouvernement français, pardon, prenne l'argent là où il y en a. Donc, sur vos comptes. Alors, c'est sûr qu'on parlait de 100 000 euros il y a quelques années, mais c'était un leurre. Ça, je le savais depuis longtemps. C'était un leurre. C'est finalement pour laisser croire aux Français que les petits comptes n'allaient pas être touchés. Tiens, mon œil. À d'autres. Bon, voilà, j'ai fini avec l'endettement de la France. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de détails à donner, mais bon, je n'ai rien écrit sur le feuille, mais bon, vous comprenez à peu près pourquoi nous en sommes là depuis 1947. Donc, ça ne date pas d'hier, hein, vous voyez. Au lendemain de la guerre, la France était finie. Elle n'est plus un État souverain. Voilà, c'est ça. La France n'est plus un État souverain. Elle est une entreprise du nom de la République, présidence de la République française. On dit toujours présidence de la République française parce que président, c'est le plus haut gradé de la franc-maçonnerie, hein, qui est le président, en fait. Et c'est comme ça. Je ne vous dirai pas qui c'est, mais moi j'ai eu une petite idée, mais bon, je ne dirai pas le nom. C'est un homme en vie, toujours vivant, et qui est quelque part en France, bien sûr. Et donc, présidence de la République française. Français, c'est vous, hein. Les Françaises et les Français, les Français et les Françaises, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tous les habitants, quoi. Alors vous allez me dire que les dirigeants aussi sont français. Eh bien, pas tous. Parce que les investisseurs qui sont dans l'ombre, qui tirent les ficelles de notre économie depuis, je ne sais pas moi, hein, de Bruxelles, d'Allemagne ou des États-Unis, de Washington, ce ne sont pas des Français. Ils n'en ont rien à battre. Hein. Puisque je vous dis, nous avons un numéro de sirène en France, mais aussi aux États-Unis, à Washington, je crois. Et donc, c'est là que sont gérées
toutes les ficelles, toutes les manettes de notre pays, pratiquement. Bruxelles n'est qu'un relais, en quelque sorte, mais un relais déjà très important. Et l'Élysée, c'est un peu on va dire, comment ça s'appelle, le valet, un peu le valet de Bruxelles, et Bruxelles étant le valet de Washington. Vous me comprenez? Vous me suivez un petit peu? Voilà, ça c'est pour l'état de la France quant à nos finances et quant à la paupérisation qui gagne de plus en plus notre pays. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot pour mettre la main, comme je vous l'ai dit, sur un racket général sur nos comptes bancaires, sur nos investissements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a un ministre du logement, je ne sais plus son nom, qui a dit qu'il faudrait surveiller un petit peu ceux qui font des demandes, mais ceux qui occupent déjà des logements sociaux. Alors, on commence par là, ceux qui occupent des logements sociaux qui seraient trop riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est déjà aux abois, sachant que les agences de dotation pourraient un jour dire non, on ne vous prête plus d'argent, on ne vous prête plus rien, démerdez-vous. Donc, ils vont être obligés de prendre quelque part. Ils commencent par ceux qui occupent les logements indûment parce qu'ils seraient trop riches. Alors, à partir de quand sommes-nous riches? À partir de quand un Français qui occupe, une famille française qui occupe, ou un individu français qui occupe un logement social, à partir de quand il sera riche? Alors, il faudra tout déclarer aux bailleurs sociaux. Ben, c'est ce qui est demandé par un membre du gouvernement, un ministre d'ailleurs, ministre du logement, puis je ne sais plus quoi le reste, parce qu'ils ont tous des rallonges maintenant dans les ministères. Alors, il faudra que les gens déclarent leurs revenus patrimoniaux, ceux qui possèdent. Attention, si vous possédez un logement en placement en France, vous devez le déclarer. Et si vous avez un logement qui vous rapporte de l'argent, vous pourriez être considéré comme riche et donc vous devriez être expulsé de votre logement. Donc, vous ne pouvez plus garder le logement social dans lequel vous occupez. Ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse, mais c'est la logique, si vous voulez, depuis 1947 et surtout 1973, 81, 1981 et maintenant, de l'endettement de la France. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui occupent les logements sociaux, alors d'abord, on commence par là, mais après, ils vont trouver à gratter ailleurs, vous inquiétez pas, ils manquent pas d'imagination. Parce que vous voyez, comme je vous disais dans 2 ou 3 vidéos en arrière, pendant que les Français, enfin certains, pas tous heureusement, certains Français se divertissent, eux là-haut, ils travaillent. Ah, ils se divertissent, mais ils laissent leurs subalternes travailler sur des idées à mettre en place pour essayer de gratter un peu d'argent. Comprenez? Donc, n'ayez pas peur, ou plutôt ayez crainte du divertissement dans lequel vous plongez, parce qu'eux, ils travaillent là-haut. Ils travaillent sans relâche. C'est pas que l'amusement était plaisant, je comprends qu'on ait envie de se détendre, et c'est normal, après une semaine de travail, on a envie de se détendre, de partir en week-end, dans une maison qu'on a achetée, qui ne vous appartient pas, parce que tout appartient à l'État. Mais enfin bon, vous allez passer quelques jours, 1 ou 2 jours, ou 3, s'il y a un pont, un jour férié, vous allez vous étendre, c'est normal. Mais sachez que ça, ils vont bien regarder ce que vous avez. Et pour l'instant, ils vont essayer de déloger ceux qui sont dans les logements sociaux, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'une suite d'idées venant de Bercy, venant du ministère du Logement, venant peut-être du Premier ministre, j'en sais rien, Gabriel Attal, mais ça c'est les idées de Macron, bien sûr, le banquier Macron, on n'oublie pas, ça vient de là, les idées partent tous de là, qui lui, on lui suggère des idées par contre, parce que lui, il est que le relais, je vous l'ai déjà dit, Macron, il a été placé là, on ne s'est pas élu de quelle manière, mais bon, en tout cas 16% en 2016, pardon, et là, avec un deuxième tour en 2022, c'était en quelle année? 2022, je crois. On ne sait pas trop comment il a été réélu, mais enfin bon, un peu à la Biden aux États-Unis, quoi, avec des appareils pour vote à distance, un type Dominion peut-être, qui sait, on ne sait pas. En tout cas, voilà pour ce qui est de l'économie. J'arrêterai là
pour cette première information. Alors la deuxième, je vous parlais de la guerre entre Israël et l'Iran. Alors là, je n'ai pas d'autres nouvelles depuis les deux premiers bombardements par des drones, de fusées, enfin bon, de missiles, je ne sais pas trop. Et puis la guerre Israël-Palestine, bande de Gaza, on n'en parle pas trop. Il y a un blackout général. Et d'ailleurs, vous n'entendez aucun pays arabe qui se soulève, hein, qui défendent la bande de Gaza, le Hamas ou la Palestine. Bon, ça c'est comme ça, que voulez-vous. Hein. Et puis cette guerre alors qui vient de surgir samedi dernier, il y a quelques jours maintenant, 5 jours, à propos d'Israël attaqué par l'Iran. Bon, là j'ai pas de nouvelles non plus. Maintenant, revenons sur la guerre Russie-Ukraine. J'ai une petite pépite, une petite vidéo qui n'est pas mal, que j'aimerais vous faire écouter, qui vient d'un homme que je ne connaissais pas. J'ai découvert sa chaîne. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de passer quelques extraits de ce qu'il nous raconte. Ça vaut le coup. Ça vaut la peine de l'écouter. C'est un homme qui semble connaître bien son sujet. Alors cet homme, attendez, je cherche sa chaîne. Elle est où? Sa vidéo plutôt. Bon, je ne la trouve pas. Ah, c'est curieux ça. Mince alors. Qu'est-ce qui se passe? Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas enlevé quand même. Voilà, on va la retrouver peut-être bien. Voilà, elle est là. Alors sa chaîne, c'est Village Russie. Village Russie, tout attaché, avec un nom propre pour d'ailleurs écrit tout en capital. Hein. Voilà, je vais vous faire écouter ce que cet homme dit des derniers développements. Alors c'est une vidéo qui date de combien de jours? D'un jour ou deux, je crois, 2 jours. Écoutez bien cette vidéo. Écoutez bien ce que cet homme dit. Je vais la mettre depuis le début. Bon, j'y arrive. Écoutez bien. Rebonjour. Alors, deuxième vidéo de la journée, parce que figurez-vous, je vous rajoute celle-là, parce que j'ai reçu des infos en direct. En direct de ce qui se passe sur le front. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu peux ouvrir la porte? Bon, attendez une seconde, il faut que je ferme la porte, sinon le chat qui est invalide, il va sortir. Ça va pas. Ouais, donc des infos du front en direct. Je ne peux pas vous dire comment parce que il pourrait y avoir des emmerdements. Mais qui me disait, on avance partout. Ils ont percé les défenses. Ils ont percé les défenses des Ukrainiens à plusieurs endroits et l'armée russe avance. La plus grande avancée se trouve au nord-ouest d'Avdiivka. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle. Alors il m'a dit que très peu de résistance en face. Il y en a un peu, mais très peu en fait. Ils sont plus beaucoup en face. Un petit peu, voilà. Cet homme ne donne pas sa source. Moi, je ne vous donne pas totalement les miennes non plus, parce que effectivement, on aurait droit à des emmerdements. Je peux vous dire, moi, je connais des gens, je connais 2 amis, enfin, c'est des amis à distance, si vous voulez, qui avaient une chaîne et qui a sauté. Alors, la première fois, je vous ai parlé de Germain Geff-Cohen, sa chaîne Atelier Chanson. La première fois, il a reçu un avertissement, il a eu plusieurs avertissements entre-temps, mais les derniers, notamment l'avant-dernier, il a eu 1 semaine de ne plus pouvoir mettre de vidéos en ligne, de ne plus pouvoir utiliser sa chaîne, donc Atelier Chanson. Et la dernière fois qu'il a voulu faire un live, au bout de 3 minutes, sa vidéo a sauté. J'en suis le témoin parce que j'ai voulu suivre un peu l'information. Et sa chaîne a été strikée, carrément, fermée.
sa chaîne a été fermée définitivement cette fois. La première fois, il a reçu un avertissement avec 8 jours ou 15 jours d'impossibilité de mettre des vidéos en ligne et de faire des lives, bien sûr. Hein. Et la deuxième fois, c'est sa vidéo d'abord qui a sauté, et quelques minutes après, sa chaîne, carrément, la chaîne a fermé. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner trop les sources de manière trop pointue. C'est pour ça que je ne vous donne pas de nom, le nom de ceux qui, entrepreneurs très connus mondialement et vivant en France, sont des investisseurs sur votre dos. Voilà, ils font partie de la franc-maçonnerie, la plus haute élite en grade. Hein. Ils font partie de la très haute élite, pas la plus élevée, mais enfin bien placée quand même, jusqu'à diriger les rênes du pouvoir. Et oui, carrément. Je vous dis que Macron n'est que le relais. Emmanuel Macron n'est que le relais de ce qu'il doit mettre en place pour la France, ou pour, on va dire, sa démolition de la France. Je n'ai pas dit de la République. Vous saisissez la nuance. La France, je vous le rappelle, c'est le peuple souverain, normalement, mais qui s'est fait confisquer tous les pouvoirs, mais alors tous les pouvoirs, depuis l'acte de naissance, depuis 1947. Alors là, les actes de naissance, c'est un peu avant déjà, mais c'est avant 1947, déjà, c'était sous le consistoire, où déjà on a obligé de faire des contrats privés entre la famille, on va dire, et pas la famille, pardon, l'hôpital, la clinique, enfin le médecin, et l'État. La République, enfin l'État, on va dire l'État. L'État, enfin pas l'État, mais enfin oui l'État, c'est représentants de l'État, je veux dire, hein, les représentants de l'État, pas l'État lui-même, parce que l'État lui-même, c'est la France, et c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Évidemment, députés, sénateurs, présidents et tout ce que vous voulez. C'est tout ça, la France. Mais ces représentants, ils sont français, comme moi je suis charbonnier, vous voyez, comme. Bon, bref, passons. Mais en tout cas, alors là, je vous ai passé cette vidéo, là, pardon, je reviens maintenant je reviens un petit peu sur les informations. Et sur l'information, on ne peut pas donner trop de sources. Pourquoi trop de détails? Parce que si vous donnez un détail, votre vidéo va sauter et probablement la chaîne. Donc moi, la chaîne, elle me fait pas vivre de trop pour l'instant. Ça ne me rapporte pas énormément, mais bon, ma foi, parce que c'est rapporté sur le nombre de vues, sur le nombre d'abonnements, sur des tas de choses, sur des paramètres que seul Google, avec ses algorithmes, bon, quand il minorise pas les vues, hein, mais ça, bon, c'est une autre histoire. En tout cas, bon, c'est pour ça que je donne pas de détails, parce que plus je vais donner de détails, plus il y a des risques que ma vidéo d'abord et ma chaîne ensuite, risquent de sauter. Alors, j'ai pas envie que les infos que je vous donne soient. Alors, bien sûr, vous allez peut-être me dire, mais Raymond, c'est gentil, mais il n'y a pas de source. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on doit te croire? Vous êtes libre de croire ou de ne pas me croire. À vous de voir. Moi, vous ne me croyez pas, je ne vous en veux pas. Hein. Je ne vous en veux pas. Vous faites comme vous l'entendez. Vous prenez vos responsabilités. Vous prenez la décision qui est la vôtre. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Je ne vous demande pas de me croire. D'ailleurs, vous voyez, je ne force pas la main aux gens. Moi, les gens qui me regardent, les hommes et les femmes qui me regardent, qui ont l'intelligence et la sagesse de me suivre, eh bien, je leur laisse le libre arbitre de choisir de me croire ou pas. Ils sont totalement libres. Je ne suis pas là pour vous forcer la main. Je ne vous demande pas de me croire ni de ne pas me croire. C'est à vous de choisir. Je vais remettre cette vidéo. Je ferme le garage. Bon, je vois rien. Oui, donc il n'y a plus grand monde en face. Donc ils avancent sur tout le front. Enfin, sur une grande partie du front, hein, pas tout le front, évidemment, mais une grande partie. Voilà. Alors, je vais peut-être pas le retirer, mais je verrai plus tard.
Alors, ce que je vais vous dire, c'est que durant la guerre, c'était la partie sur laquelle je voulais me concentrer, la guerre Russie-Ukraine, d'ailleurs, ça vaut pour le reste, hein, pour Israël, Iran, voilà. On nous donne des infos depuis la France, depuis l'Occident, États-Unis compris d'ailleurs, selon laquelle l'Ukraine stoppe l'avancée russe. La Russie est désemparée, elle a perdu des généraux, elle a perdu des hommes importants, elle a perdu des avions, un cuirassé a été coulé. Enfin, on entend des choses, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, cet homme qui nous donne pas sa source, et il a bien raison, il protège ses avant ou ses arrières, et il n'a pas envie que sa chaîne lui soit sautée, quoi. Donc, le front russe avance, contrairement à toute attente des Occidentaux qui, eux, voient l'Ukraine, alors que dans le même temps, ils vous disent, dans le même temps, moi je lis Le Figaro, comme ça, sur Internet, dans le même temps, l'Ukraine est dans l'impasse quant au nombre de son armée et quant à la qualité et au nombre d'armements qu'ils reçoivent de l'Occident, Occident, France, États-Unis, Allemagne, ce que vous voulez, quoi. Donc, elle a pas un armement suffisant, l'Ukraine, pour se battre. Et elle n'a pas suffisamment d'hommes, évidemment. L'Ukraine n'a pas 300 millions d'habitants. Donc, je ne sais pas combien ils sont, les soldats russes sur le front, mais ils sont certainement 3 fois plus nombreux que les Ukrainiens, y compris les mercenaires étrangers, peut-être américains, j'en sais rien, de l'OTAN, mais même, ils ne sont pas assez nombreux pour faire face à l'armée russe. Et l'armée russe est une armée sophistiquée. Alors, je ne connais pas la qualité de leurs armes exactement. Je ne verse pas dans les secrets militaires, loin de là. Mais je pense que depuis 20 ans, Vladimir Poutine a redressé son pays, enfin, a réarmé son pays, la Russie, avec bien sûr les satellites comme l'Ukraine qui était dans l'Union soviétique. Voilà. Hein. Bon. Mais il y a quand même en Russie un peu plus de 300, il y a presque le même nombre d'habitants qu'aux États-Unis, je crois, à peu près. Peut-être un peu plus que les États-Unis. Enfin bon. Mais même les États-Unis, l'OTAN ne dépêche pas des soldats, des Marines sur le sol ukrainien aussi nombreux que dans le passé, lors de la guerre en Irak, par exemple, où là, il y avait une armée de terre et aérienne et des Marines assez nombreux sur le sol d'Irak, ainsi qu'en Afghanistan d'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez. Mais là, il semblerait que les gouvernements, depuis Trump, même je crois depuis la fin du deuxième mandat d'Obama, ils commençaient à ne plus envoyer d'hommes. Hein. Ils commençaient à dire, bon écoutez, ne vous battez plus, restez sur place, on va vous rapatrier aux États-Unis. Et c'est Trump qui avait commencé, vous vous rappelez, bon, il n'a pas pu tout rapatrier les soldats, mais enfin, il en a rapatrié une partie. Et Biden n'a pas renouvelé, je crois, le nombre de soldats, de Marines, sur le sol ukrainien notamment. Mais rappelez-vous le nombre de Marines qu'il y a eu de soldats sur le sol irakien. Rappelez-vous les images. Bon, c'était des images peut-être un peu retouchées, mais enfin, en tout cas, il y avait beaucoup plus de soldats que sur le sol ukrainien. Ça, je peux vous le dire. Par contre, il y a des soldats qui se glissent dans l'armée ukrainienne, qui prennent l'uniforme ukrainien pour entraîner les soldats. Mais alors, ils sont peu nombreux, hein. Mais les soldats ukrainiens sont peu nombreux au regard des soldats russes. C'est ce que dit cet homme, d'ailleurs. Je vais voir un petit peu ce qu'il dit davantage. Je n'ai pas écouté la vidéo en entier. Alors, je vais tâcher de voir un petit peu. Partie du front, ils avancent. Et j'avance un peu. Hein. Merci le camion. Ça va être remis. Qu'est-ce qu'il y a comme sable? Oui, donc voilà. Donc la nouvelle, c'est ça, à l'instant, aujourd'hui, ce matin, dépercé partout. Donc en espérant que ça va. Alors, j'arrête là la vidéo. Merci à vous, cher monsieur Village Russie. Merci de me donner la permission de partager un peu votre vidéo. J'arrête là. Je reviens. Alors, je regarde un peu ce que nous avons.
ce que j'ai comme d'autres nouvelles. Alors, c'est une vidéo du 16 avril, hein, donc nous sommes nous sommes le 17, vous voyez, c'est une vidéo presque fraîche, hein, où là, vous avez les nouvelles du front, si j'ose dire, hein, par cet homme qui... voilà, donc je l'enlève. Ça, je le laisse, je peux le laisser. Voilà un petit peu les nouvelles du front que nous avons. Donc la guerre en Russie, c'est pas ce que les Occidentaux, les Français notamment, les journaux français, la télévision française, BFM, RTL et tout ça, ils vous racontent n'importe quoi sur l'avancement ou le surplace de la Russie. Non, l'armée russe ne fait pas du surplace. Non, elle avance, elle perce les fronts. Mais je me demande jusqu'où va aller cette information d'avancement. Parce que depuis qu'ils avancent, normalement, ils auraient dû quand même, je sais pas moi, battre à plat de couture l'armée ukrainienne. Je comprends pas. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, je pense que l'armée ukrainienne a déjà perdu la guerre. À mon avis, je pense qu'elle a perdu la guerre. Mais c'est moi qui dis ça. Je ne sais pas s'il faut vérifier. Pour moi, elle l'a perdue depuis déjà assez longtemps. Alors maintenant, pourquoi la Russie attend pour mettre fin à cette guerre? C'est un mystère. Comme je vous l'ai dit, les dirigeants mondiaux, français, ukrainiens, chinois, japonais, américains, français, sont tous les mêmes. Ils n'ont qu'un profit, c'est eux, c'est l'élite, c'est la République de Russie, la République française, la République des... Je ne sais pas si c'est une République des États-Unis, non, je ne crois pas. Mais enfin, c'est les dirigeants, c'est l'élite qui dirige derrière la Maison-Blanche ou dans la Maison-Blanche ou autour de la Maison-Blanche, un peu partout, qui dirige le monde. Hein. Donc, vous voyez tous ces gens-là, les Israéliens, les Palestiniens, les Iraniens, ce sont des peuples qui se battent sans se connaître. Ils ne se connaissent pas. Ils entendent parler, les journaux, la télévision, mais eux, là, le peuple, les soldats, les Israéliens, tout ça, ils ne connaissent pas le peuple iranien, ils ne connaissent pas le peuple palestinien, ils ne connaissent pas, même si c'est leurs voisins, en direct, hein, mais ils ne connaissent pas vraiment les gens. Mais ils se battent entre eux parce qu'on leur a dit qu'il fallait se battre. Au nom d'une élite qui, eux, se connaissent et ne se battent pas. Vous ne verrez pas Netanyahou, ni Biden, ni le Premier ministre iranien, ni le président de Palestine, enfin je ne sais pas comment on dit, ni eux, ils n'iront pas se battre. Alors par qui ils sont placés tous ces dirigeants? Eh bien, je vous l'ai dit, par l'élite, la franc-maçonnerie. Absolument, ils sont tous là-dedans, ils sont tous placés, ils sont tous envoyés par les loges. C'est aussi simple que ça. Et je remercie Germain Goff-Cohen, justement, de m'avoir donné cette information. Enfin, je le savais déjà un peu, mais bon, après, qui c'est qu'il y a derrière la franc-maçonnerie? Ben, il y a les religieux, il y a les ultra-religieux, alors de tous bords. Hein. Je ne vous parle pas que des catholiques, ni rien. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout. Bref, et ces religieux de tout poil, hein, de tous bords, sont tenus par la franc-maçonnerie. Alors, c'est-à-dire que le religieux a déjà pénétré la franc-maçonnerie. C'est pas l'inverse. Nous en France, on nous explique que chez les catholiques, on nous dit c'est la franc-maçonnerie qui a pénétré l'Église. Non, pas du tout. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est les jésuites, c'est le Vatican qui a pénétré la franc-maçonnerie au départ. Et oui, d'ailleurs, vous voyez bien dans la loge maçonnique française, alors je ne dirai pas les noms, mais vous avez des religieux. Ah, il l'appelle le grand architecte, oui c'est vrai, il n'appelle pas Dieu, mais il l'appelle le grand architecte. Donc ça veut dire qu'il y a du religieux. Donc qui c'est qui a pénétré l'Église, le Vatican? C'est les loges maçonniques? Non, c'est le contraire. C'est le Vatican, les jésuites notamment, qui sont la première élite de pointe qui ont pénétré. Rappelez-vous, je vais vous donner un nom particulier, un nom, Weishaupt, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un Allemand, qui est un ancien jésuite et qui a fondé les Illuminati de Bavière en 1775 ou 78. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont
ils ont repris les francs-maçons de l'époque, des bâtisseurs, ils les ont pénétrés, donc les religieux à travers cet homme et quelques-uns autour de lui, dont un certain Adams, qui était son second, et c'était pas le président Adams des États-Unis, je crois, mais c'était un homme qui se nommait Adams, qui était le bras droit de Weishaupt. Vous pouvez taper sur Google, vous verrez. Hein. Je vais vous donner le. Non, je ne vous donne pas. Alors, je ne le trouverai pas. Alors, vous cherchez sur Internet et vous le trouverez, je pense. Et vous verrez que c'est eux qui ont fondé les Illuminati de Bavière ou la franc-maçonnerie. La nouvelle franc-maçonnerie, attention. Parce que l'ancienne, la vraie franc-maçonnerie, c'est celle qui a existé depuis des siècles. On les appelait les bâtisseurs. C'est eux qui ont créé les châteaux en France, par exemple. Les châteaux, les cathédrales, les basiliques portant le nom de Notre-Dame. Mais bon, là, je vous renvoie à Pagan TV, Oleg de Normandie, qui vous expliquerait mieux que moi ce qu'étaient les anciens bâtisseurs. Mais c'est eux c'était la franc-maçonnerie de l'époque. Et les nouveaux francs-maçons ont été pénétrés par les Illuminati de Bavière et qui sont devenus qui ont fondé l'Ordo Novus Chaos, l'Ordo Ab Chaos, pardon, l'Ordo Ab Chaos, l'ordre par le chaos. Donc un peu plus tard, après les Illuminati, comment il s'appelle, Speak, non, c'est pas Speak, comment il s'appelle, je vais chercher, excusez-moi, Speak. Je ne sais pas si je vais trouver. Non, je crois que non, c'est pas ça. Non, je savais que je ne trouverais pas. Bon, je ne sais plus le nom de celui qui a repris tout un. Alors lui, c'était le franc-maçon du 23e degré le plus élevé. Hein. Je ne sais plus son nom, qui avait donné la feuille de route pour refonder l'ordre mondial, mettre en place le nouvel ordre mondial, enfin bon, etc. Et donc gérer les États pour en faire des entreprises. Pour ainsi dire, c'est déjà lui qui en a eu l'idée au 19e siècle, autour de 1880, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je ne sais plus son nom, Albert Picq, je crois. Je crois que c'est ça, Albert Picq. Albert Picq, je vais chercher. Albert Picq, il me semble que c'est ça. Sa lettre, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est ça, c'est Albert Picq, vous voyez. Voilà, Albert Picq. Voilà. Donc, c'est en 1809 que Albert Picq, non, il est né en 1809, pardon, et il est mort en 1891. Bon, c'est lui qui a fondé, en fait, la feuille de route de l'ordre mondial, du nouvel ordre mondial, mais bon, qui se développera bien plus tard, bien sûr. Et là, nous y sommes. Voilà, c'est un peu long comme vidéo, pardonnez-moi, c'est des explications qu'il fallait que je vous donne, parce que tous les dirigeants, ils appartiennent tous, de près ou de loin, à la franc-maçonnerie, tous. Comment voulez-vous que les pauvres peuples reprennent leur souveraineté s'ils se laissent diriger par des gens qui se connaissent et ne se battent pas, alors qu'ils font se battre des peuples qui ne se connaissent pas, mais se battent entre eux, sans savoir pourquoi ni comment. Parce qu'on nous a dit, c'est là-haut, ça ne vient pas de nous, ça vient d'au-dessus de nous. Ben oui, forcément. Eux, ils se connaissent et ne se battent pas. Faites pas les cons. Faites la paix. Essayez au contraire, vous voyez, juifs, francs-maçons, juifs, chrétiens et musulmans, unissez-vous contre Satan. C'est ce que nous dit Germain Goff-Cohen. Il faut tous s'unir contre un seul ennemi. C'est vos dirigeants, à la fois dirigeants religieux, mais surtout politiques. Surtout politiques, parfois les deux d'ailleurs. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé, chers amis, voilà, je vous laisse le soin de partager cette vidéo, de vous abonner.
Faites-moi plaisir, je vais mettre ma musique de fin. Je vous dis à très bientôt. Voilà. J'aurais pu vous mettre une vidéo marrante, mais c'était pas trop, je suis pas trop d'humeur aujourd'hui. Mais ça va, tout va bien, rassurez-vous. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et surtout soyez heureux. À bientôt, au revoir.